le podcast de François René. Cette émission vous est présentée par le Voyagiste de Québec et Voyage USA. Showbiz, voyage et nostalgie. De Québec, de Floride ou d'ailleurs dans le monde, voici François René. Salut tout le monde! Bonjour et bienvenue à une autre du podcast de François René depuis la Floride, à Fort Lauderdale. J'espère que l'hiver se passe bien chez vous. Ici, ce fut un peu frais, pour ne pas dire froid, dans les derniers jours, mais le soleil revient et de plus en plus, on s'en va vers du beau temps. Si vous avez une idée de vacances, venez-vous en Floride. Je vous attends, mes amis, cet hiver. Et si vous passez par Fort Lauderdale sur la 1 au 1575 du Federal Highway, près de la 17, quand on prend la 1, on s'en va vers la 17 et on tourne à droite pour les plages de Fort Lauderdale. On est juste là, nous, sur ce coin de rue-là. Et ça me fera plaisir, avec Stéphanie, de vous recevoir à l'agence du Voyagiste de Québec. On est le 29 janvier aujourd'hui, l'anniversaire de Martine Chevrier. Martine, que j'ai bien connue à l'époque, jeune chanteuse qui a eu un très beau début de carrière. À l'époque, son chum était Scott Price. Scott, c'est le même musicien, chef d'orchestre, qui a travaillé avec Céline pendant de nombreuses années, après Mégo, le mai. C'est lui qui a pris la relève. Et Scott était même avec Céline lors de l'hymne à l'amour, la fameuse chanson de Piaf qui avait chanté aux Jeux olympiques, Céline Dion. Alors donc, ça me fait penser aujourd'hui à Martine. Également, Oprah Winfrey, la grande dame de la télévision américaine qui a 71 ans aujourd'hui. Et Tom Selleck, Magnum P.I. Vous en souvenez? Une série de télévision qui avait très, très bien marché dans les années 75-80. Il a fait quelques films aussi, mais c'est plus à la télévision, comme dans la série actuelle Blue Blood, les policiers de New York, là, que vous le voyez encore à la télévision. Alors, dans les annales d'aujourd'hui, il faudrait vous rappeler que l'Académie française est née un 29 janvier, il y a très longtemps, en 1635. C'est le cardinal Richelieu, qui était le conseiller royal à l'époque, qui avait pensé fonder l'Académie française, qui existe toujours. En face du Louvre, il y a le pont des artistes, et de l'autre côté, l'Institut, justement, des grandes écoles de France, l'Institut de l'Académie française en particulier, on l'appelle l'Institut des Académies, et l'Académie française est là. Il y avait 40 membres à l'époque. Ils se sont toujours limités à 40 personnes qui voient à surveiller le parler de la bonne langue française. Alors, c'est le rôle, l'Académie française. Et il y a un Québécois d'origine haïtienne, évidemment, le romancier Dany Laferrière, que je salue et qu'il faudra bien l'inviter un de ces matins, d'ailleurs. Dany, toujours intéressant de le recevoir. Il est membre de l'Académie française. Alors donc, c'est leur fête aujourd'hui. Maintenant, en 64, on remonte plus loin. Dans mes souvenirs de jeune adolescent, j'avais été voir un film qui s'appelait « Chercher l'idole ». Et il est sorti en 64, ce film, qui mettait en vedette Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, il y avait Mylène de Mongeau, on fait plusieurs, une histoire bien banale. Quelqu'un qui avait un diamant à cacher et ça a été mis dans une guitare. La guitare passe dans les mains de différents artistes jusqu'à Aznavour à la fin. Lui, il était le plus connu de tous ces jeunes qui étaient avec lui. Chercher l'idole, c'est lui qui a fait la musique et les chansons de ce film-là. Et la grande vedette montante, c'était évidemment Johnny Hallyday. Et Chercher l'idole est un film bien banal, mais l'histoire du diamant dans la guitare fait en sorte que on s'arrêtait un peu partout dans les loges et dans la vie, la carrière de différents artistes de l'époque. L'époque du yéyé, comme on l'appelait en France. Eddie Mitchell faisait aussi partie de ce film-là. Et
Ça m'amène à vous parler de Johnny et Hallyday, qui ont été très amis ensemble. Euh, et ça surprend toujours les gens lorsque je parle de cela. Parce que Johnny Hallyday, le rocker, Johnny Hallyday, euh, le Elvis français, qui était vraiment une grande idole en France. Et tous les Français adoraient Johnny, qui est mort il y a maintenant quelques années. Et il est venu à Québec à quelques reprises. J'ai eu l'occasion de faire même une entrevue exclusive, one-to-one, comme on dit, un et un, ensemble. Johnny Hallyday et moi, ça a été pour moi, en tout cas, certainement pas pour lui, mais pour moi, ça a été un moment important et de souvenir. En 1995, au moment où il avait décidé de revenir au Québec, j'avais eu, grâce à son producteur, qui était Guy Latraverse à l'époque, la chance de le rencontrer dans sa loge et prendre des photos et faire une entrevue à l'époque qui m'avait beaucoup intéressé, beaucoup plu. Et c'était beau souvenir. Alors, le film Chercher l'idole, pourquoi c'était important? C'est parce que il y a eu beaucoup de succès écrits par Aznavour dans le même film. Et il y avait Et pourtant, la chanson d'Aznavour, donc sortie en 64, qui a fait un tabac au palmarès. Il avait écrit pour Johnny Retiens la nuit, qui était la chanson du film de Chercher l'idole avec John Hallyday, et La plus belle pour aller danser de Sylvie Vartan. Toutes ces chansons-là ont été écrites par Aznavour. Et ça, les gens ne le savent pas. Et ça me rappelle aussi mes années où j'ai accompagné dans le métier Michel Richard. J'étais avec elle à Garden Party. J'ai produit aussi le show de Noël chez Michel cette année-là, peut-être 88, décembre 88, 89 après. J'ai travaillé aussi avec elle. Et quand je voulais la faire fâcher ou la taquiner un peu, dans ma conversation, je glissais ça. Quelle belle chanson, La plus belle pour aller danser. Le gros succès de Sylvie Vartan, la chanson de Sylvie. Là, la Richard, elle venait enrager d'un coup. La capine, il sautait, mes amis. Puis là, Michel, c'était ma façon de la taquiner, évidemment. Je savais qu'elle voulait dire que c'était sa chanson, elle. Et pour les Québécois, pour la plupart d'entre vous, quand on parle de La plus belle pour aller danser, on sait que c'est un hit de Michel Richard des années 64-65. Mais c'est Sylvie Vartan qui, dans le film avec Aznavour, Chercher l'idole, l'avait créé. En France, eux, c'était Sylvie Vartan. Au Québec, c'était Michel Richard. Et ça m'amusait toujours. Si jamais vous la rencontrez un jour, vous lui dites, ah, c'est... Non, c'est Sylvie Vartan qui chantait votre chanson, vous allez voir. Elle va devenir la Michel Richard un petit peu soupe au lait, le moins que je puis dire. Et les gens ne savent pas non plus qu'un peu avant ce film-là, les tout débuts de John Hallyday, d'abord, Johnny, qui est une grande, grande, grande vedette en France, je le répète, était arrivé à 10-12 ans, quelque chose comme ça, très jeune, il avait quitté sa famille de Belgique, parce que c'est un Belge originalement, Jean-Claude Smet. Et quand il est arrivé en France, des amis de la famille qui étaient déjà dans le show business, pas connus, mais ils faisaient des cirques, ils faisaient des petites tournées, des spectacles de fêtes foraines, etc., les Hallyday. Et Johnny s'est présenté à eux parce que, comme je le dis, les deux familles se connaissaient. Et les Hallyday s'en sont occupés de ce petit gars de 12 ans qui arrivait tout seul à Paris. Et c'est un peu eux qui lui ont donné le goût d'apprendre la guitare, de chanter avec eux dans les fêtes foraines, etc. Et adolescent, il a commencé à vouloir devenir chanteur populaire. Et il a enlevé son Smet et Jean-Claude est devenu Johnny. Il aimait beaucoup Elvis Presley. Il était très influencé par la musique américaine. Et donc, le fameux Johnny Hallyday est né à peu près dans ces années-là, 64-65. Et il était sans le sou. Au moment où il tourne le film, ou quelques mois avant, Aznavour sait qu'il a du talent. Aznavour veut l'aider, l'encourager. Et puis, Johnny, à cette époque, n'a même pas d'argent pour se payer un appart. Il n'a pas de sous pour manger. Il a à peine
à trouver un peu d'argent pour vivre au minimum. Alors, comme il a du talent et qu'il veut l'encourager, Charles Aznavour va l'inviter à vivre chez lui. Il avait à ce moment-là une belle grande villa en banlieue de Paris, Charles Aznavour, parce que lui avait déjà atteint le succès. À partir de 57 à peu près, avec Sur ma vie, et puis Je me voyais déjà. Quelle chanson qu'il avait faite aussi, Trousse chemise, euh, Sa jeunesse, Hier encore. Vous avez tous les succès d'Aznavour qui l'ont fait connaître à l'époque. Donc, lui, au début des années 60, il est déjà établi, il commence à faire de l'argent. Il a sa belle grosse villa. Il a une voiture Rolls-Royce, imaginez à l'époque. Après ça, il y a eu une Bentley. Aznavour est bien établi. Alors, il dit à ce jeune homme, viens vivre chez moi. Et pendant au moins une année complète, Johnny va habiter chez Aznavour. Il va le loger, il va le nourrir, il va s'en occuper. Et ils sont toujours demeurés des grands amis par après. Et voilà la relation Aznavour-Johnny. Et il y a eu le film en plus, ensemble, qu'ils ont fait, Chercher l'idole. Alors, c'est pour vous dire comment, des fois, des gens peuvent comme ça s'aider mutuellement et demeurer très amis jusqu'à la fin. À notre émission, la semaine dernière, j'ai présenté un duo insolite, c'est-à-dire un duo de deux chanteurs, évidemment, improbables, qui ne vont pas vraiment ensemble, d'habitude, mais qui font, pareil, une chanson en duo. Et Aznavour avait, avec Johnny Hallyday, chanté une belle chanson de Charles qui s'appelait Sur ma vie, qui fut un grand succès, le premier grand succès, je pense, commercial de Charles Aznavour. À l'époque, on chantait beaucoup Aznavour, même ici au Québec. Je pense à Michel Louvain, par exemple. Michel avait, en 58, interprété « Aïe, mourir pour toi ». « Aïe, mourir pour toi ». À l'instant où ma main me frôle, je pose ma tête sur ton épaule. C'était un gros succès. Ce fut la première chanson en disquée par Michel Louvain sur son premier album, « Aïe, mourir pour toi ». Ça faisait partie de son répertoire. C'était une chanson de Charles Aznavour, peu connue encore à l'époque. Alors, beaucoup l'interprétaient et Johnny a chanté à l'occasion du Charles Aznavour. Et cette fois-là, avec lui, il faisait ce duo dont on va entendre un petit extrait. Aznavour et Johnny Hallyday, Sur ma vie, pas souvent qu'on a pu les voir les deux ensemble. Et le même mot devait très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes. Sur ma vie, j'avais fait le serment que ce lien tiendrait jusqu'à la fin des temps. Ainsi nous vivions, ivres de passion, et mon cœur voulait offrir son nom. Près des orgues qui chantaient, face à Dieu qui priait, heureux je l'attendais. Mais les orgues se sont tus et Dieu a disparu car elle n'est pas venue. Oui, sur ma vie, j'ai juré que mon cœur ne battrait jamais pour aucun autre cœur. Et tout est perdu, car il ne bat plus, mais il pleure mon amour déçu.
On va parler d'une grande fierté de la région. Quand on vient en Floride, les amis québécois veulent beaucoup aller à Cap Canaveral. On s'informe toujours de ce qui se passe à la NASA. Et il y a, dans le soleil de la Floride, que vous pouvez retrouver facilement dans tous les kiosques, partout où il y a des Québécois qui fréquentent des restaurants, des banques, différents endroits dans les centres commerciaux, etc. On peut retrouver donc cette copie chaque mois du soleil de la Floride. Et il y a, dans les dernières semaines, un article qui est paru justement sur la conquête de l'espace, qui est à son meilleur en 2024, et on s'attend que ce soit encore mieux en 2025. L'article est vraiment très intéressant. Je vous invite à le lire, à en savoir un peu plus, à tel point que j'ai demandé à la journaliste qui a écrit et réalisé cette enquête, d'être avec nous aujourd'hui pour en parler, pour inciter votre curiosité et vous donner le goût d'aller la lire au complet. Alors, on en parle avec Flore Kyle, qui est une journaliste du Soleil de la Floride et qui a proposé cet article. Bonjour, Flore. Bonjour, bonjour à tous. C'est bien ce que vous avez écrit, bravo, merci, parce que ce journal, des fois, on peut avoir l'impression que ce n'est que pour de la publicité, donner les numéros, les adresses intéressantes et nécessaires pour les Québécois et les gens qui viennent en Floride, mais il y a aussi beaucoup de contenu. Et vous êtes journaliste qui avait, dans ce numéro, donné vraiment un bel exemple d'un article intéressant à lire et qui va beaucoup nous renseigner sur la NASA. Alors, je vous dis d'abord bravo. Et puis, parlons-en un petit peu de Cap Canaveral, qui, comme je le disais, est vraiment une fierté pour la région. Et elle se porte très bien, la NASA, n'est-ce pas? En 24, il y a eu vraiment une très bonne année. Oui, en effet. En effet, on a compté 93 lancements de fusées en 2024 Oui. contre 72 en 2023. Donc, on voit qu'il y a vraiment une forte augmentation. Et c'est surtout qu'en 2025, on s'attend à plus de 150 lancements. Donc, il y Oh a là vraiment là. une intensification, ça explose. Alors, c'est bon pour toute l'économie de la zone de la Space Coast, en réalité, puisque les retombées sont sur toute cette zone qui attire des talents internationaux et qui est vraiment en plein essor. Plein essor. Absolument. Il y a le Texas, mais il n'y a aucune comparaison à faire. Vraiment, la Floride demeure l'endroit où la NASA est installée, vraiment supérieur. La NASA et aussi beaucoup de missions privées en réalité. Et puis surtout, ce qui est très stratégique pour la zone et qui dénote que quand même elle est beaucoup plus importante que la zone de lancement au Texas, c'est l'arrivée de Blue Origin qui vient Oui. de tout juste de commencer à lancer ses fusées depuis Cap Canaveral, alors que jusqu'à maintenant, ils travaillaient depuis le Texas. Donc ça, c'est vraiment un signe fort que Cap Canaveral continue à être l'endroit idéal pour le lancement des fusées. Oui. SpaceX, entre autres, va lancer Falcon, là, la fameuse sur Starlink. Ça aussi, c'est un point important là, à surveiller. Oui, alors en fait, on sent vraiment qu'il y a une concurrence hein, maintenant très très Oui. claire entre SpaceX qui avait le leadership et Blue Origin qui vient essayer de challenger un petit peu tout ça. Donc c'est vraiment la guerre aérospatiale entre Elon Musk et Jeff Bezos. Alors oui, SpaceX, la société d'Elon Musk, a déjà plusieurs fusées à son acquis, dont certaines qui ont déjà pas mal de missions réussies derrière elles et qui travaillent étroitement avec la NASA. Donc il y a le Falcon 9 qui est leur fusée la plus souvent utilisée. Et ils sont en train et Falcon Heavy qui sont Mhm. deux fusées qui font à peu près 70 mètres de long. Et puis, ils sont en train de développer une autre fusée, Starship, qui elle est un monstre de l'espace, un monstre d'acier qui va faire 123 mètres de hauteur. En parallèle, Blue Origin viennent tout juste de lancer, depuis Cap Canaveral, leur énorme fusée New Glenn,
qui est leur tout nouveau modèle et qui fait également plus de 100 mètres de haut. Donc c'est vraiment des monstres maintenant qui commencent à s'envoler vers l'espace et qui sont capables de transporter beaucoup d'équipements et de matériel. Oui. Il y a 4 astronautes qui pourront partir là, 3 à 5 jours, ce qu'on appelle FRAM-2. Alors en fait, cette mission est une mission privée qui sera réalisée sur une fusée de SpaceX et c'est vraiment le tourisme spatial. Ça, c'est le grand rêve de M. Musk, là. Oui, et de Jeff Bezos également, qui a également été dans l'espace et qui a participé à des missions privées Ah oui. aussi. Et alors celle-là, ce qui est intéressant, c'est que l'orbite se fera du pôle Nord au pôle Sud. Donc Ah, les gens qui seront dans cette aventure pourront observer la Terre d'un pôle à l'autre. Donc ce qui est quand même assez magique. c'est vraiment le monde des milliardaires maintenant, là. Bezos, Elon Musk et les autres. C'est pas pour rien qu'on les retrouve dans l'entourage du nouveau président. Très stratégique pour la NASA aussi et pour les États-Unis, parce qu'en réalité, je pense que la NASA a tout intérêt à encourager un deuxième concurrent autre que SpaceX. Donc, ils ont intérêt à encourager Blue Origin. Et ils ont d'ailleurs déjà signé des contrats avec Blue Origin et avec New Glenn pour des prochains projets. Parce qu'en fait, la NASA sous-traite ses missions et utilise les fusées privées pour Ah ses projets. oui. Donc tout ça, c'est très imbriqué et c'est très stratégique pour l'armée américaine, pour la défense Ouais. américaine. Le président Trump vient de nommer un nouveau directeur à la NASA. Je ne sais pas s'il sera confirmé, mais il y a une nouvelle direction qui va s'amener, là. Oui, alors lui, il vient également de la nébuleuse de tous ces milliardaires, hein. C'est Ouais. un peu Elon Musk, il vient du privé. Donc Mhm. c'est vraiment pas un apparatchik de la NASA, c'est quelqu'un qui va certainement amener un vent de fraîcheur, peut-être de nouvelles façons de travailler, on verra. Le gros projet de la NASA pour les années à venir, c'est la mission Artemis qui va être lancée en 2027 et qui a pour objectif d'aller sur la Lune avec un équipage humain. Donc le premier depuis des dizaines et des dizaines d'années, donc c'est une mission très attendue. Donc on verra ce que le nouveau directeur de la NASA pense de ce projet et si il va confirmer ce projet ou le modifier ou pas. Parce qu'il y a des nouvelles structures de lancement aussi à Cap Canaveral. Il y a des milliards qui sont mis sur la table pour construire des nouvelles zones d'atterrissage et de décollage. Et Mhm. justement, il y en a une qui est énorme, qui a nécessité plus de 1,8 milliard de dollars d'investissement. Oh là La là. société qui est derrière se cache pour l'instant, ne souhaite pas révéler son nom. Il y a quand même une intuition, hein, disons, que ça soit probablement SpaceX qui soit derrière parce que cette zone de lancement pourra accueillir l'énorme fusée, la grosse Starship Super Heavy que SpaceX va bientôt lancer normalement au printemps. Il y a la production Hinton aussi, là. C'est un nouveau chantier de production. Je pense qu'on parle de près de 2 milliards de dollars. Alors, pareil, Ça, vous en parlez aussi dans l'article. oui, 3 plateformes d'atterrissage sont en cours de construction également. Enfin, tout s'intensifie, en fait, toutes les infrastructures s'intensifient. Je crois qu'un autre projet aussi qui vaut le coup d'être souligné un peu, qui illustre un petit peu la démesure et les investissements qui sont faits en ce moment à Cap Canaveral, c'est le projet de Blue Origin Ah oui. de se lancer dans la création d'un réseau de satellites dans l'espace qui sera aussi gros que le réseau Starlink parce qu'à terme, ils veulent être capables d'avoir un satellite comme celui de SpaceX. Donc, ils vont lancer un programme avec plus de 3000 satellites dans Ah, les airs. Le projet s'appelle le projet Kuiper. Et donc ça, vous allez certainement en entendre parler pendant les mois et les années qui viennent, puisque l'objectif, c'est clairement de concurrencer le satellite, vous savez, le satellite à domicile d'Elon Musk, qui est aujourd'hui est le seul mhm. euh, qui fonctionne dans les zones qui n'ont pas accès à Internet aujourd'hui, et notamment dans les zones de guerre, comme en Ukraine. Ben oui. Donc, C'est fascinant, tout ce que vous savez sur l'industrie
de l'espace, la conquête de l'espace. Je ne sais pas si c'est comme pour vous une passion ou bien si vous avez récemment découvert ce monde qui nous semble tellement loin de nous. Euh, Quel est votre intérêt et pourquoi vous avez tant de connaissances? Parce que vous n'êtes pas une scientifique, vous me l'avez dit au départ. Vous êtes journaliste, mais vos connaissances sont immenses dans le domaine. Alors j'avoue que la conquête de l'espace, ça m'a toujours fascinée. J'ai Oui. toujours trouvé ça extraordinaire. Ça m'a toujours fait rêver depuis que je suis enfant. Donc c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement. Je rêverais d'être une petite souris qui peut se glisser dans une des fusées, qui puisse faire une des orbites là, autour de la Terre. C'est un rêve, je pense que beaucoup de gens partagent. Et c'est vrai que c'est fascinant. Ça fait rêver. Et à la fois, on se demande, est-ce qu'on n'en envoie pas trop? Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Dans quelle mesure est-ce qu'on on n'a pas trop est-ce qu'on dénature pas OK. finalement quelque part cet espace qui est le seul endroit de pureté qui reste dans le monde aujourd'hui? Donc voilà, c'est un peu tout ça, c'est très très intéressant, très fascinant. Oui. Oui. Le tourisme dans l'espace, vous y croyez vraiment? On va y arriver? De s'acheter un billet et puis de partir pour l'espace comme on part en avion n'importe où sur la Terre? C'est déjà le cas, hein, c'est déjà le cas, mais bon, pour le moment, les prix sont assez prohibitifs et les places sont numérotées. Mais non, je pense on va y arriver. Ça fait rêver. Le prix par billet va baisser. C'est comme l'aviation, quelque part. Il y a un siècle, c'était réservé à des privilégiés, à des aventuriers. Et puis, bah, petit à petit, ça s'est démocratisé. Je pense que ça va se démocratiser, oui. Oui, oui. Mhm. J'y suis pas allé récemment à Cap Canaveral, il y a de ça plusieurs années, ma dernière visite. Est-ce qu'on peut encore dire aux gens qui nous regardent ce matin à la télé que euh, ça vaut vraiment la visite et qu'il y a encore des choses fascinantes lorsqu'on passe la journée et qu'on va faire la visite là-bas à la NASA? Moi, j'y suis allée il y a 3 ans. Oui. Et en famille, hein, avec mes jeunes enfants, et j'ai trouvé ça fabuleux. C'est magnifique. Alors pour le coup, vraiment, on est dans le rêve. Et puis, c'est très bien fait. Les Américains savent très, très bien transmettre leur passion, Mhm. l'histoire aussi de cette conquête spatiale. Et notamment, je ne sais pas si vous l'avez vécu également, François, mais il y a un petit film d'intro à un moment donné. Alors, je ne vais pas trop en dire parce qu'il faut que les gens découvrent par eux-mêmes. Mais il y Oui. a un petit film d'introduction où on s'est regardé avec mon mari et nos amis et on était tous en larmes. Ah oui, ça nous C'était touche. Ah oui, c'était très touchant, très très touchant. Oui, oui. Hein? Alors, l'article que vous avez proposé dans Le Soleil de la Floride vaut vraiment d'être lu et j'incite les gens à le lire justement et s'y intéresser. Est-ce que vous faites différents reportages dans d'autres domaines, Flore, ou bien si Bien vous sûr. vous spécialisez que dans l'espace? Ah non, 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 je travaille sur tous les sujets avec la rédactrice en chef du Soleil de la Floride. Et bah, vous pouvez retrouver dans les éditions les plus récentes un sujet assez intéressant également sur les lamantins, notamment. Ah oui, Sur leur statut d'espèce menacée, ça concerne tout le monde, les visiteurs ou les résidents de Floride, parce que voilà, c'est notre animal marin préféré ici. oui. Donc oui, c'est le genre d'article qu'on écrit. Voilà, bon, toutes les semaines, on change de thème et de sujet et on s'intéresse à différentes problématiques floridiennes. Oui, ça, c'est une belle suggestion de lecture également parce que c'est comme un animal marin chouchou hein, pour la région. Pour les... Aussi. Oui, oui. Et il est en voie de disparition, vraiment? Alors, moins maintenant. En fait, maintenant, la population s'est stabilisée. Il y a à peu près 10 000 individus qui existent en Floride aujourd'hui, Bon. parce que en fait, il a été classé depuis très longtemps, hein, depuis des dizaines d'années, en tant qu'animal justement en danger et comme espèce en voie de disparition. Grâce à ça, il y a de nombreuses zones en Floride qui ont été définies comme des zones de protection de l'animal, et du coup, sa population a pu remonter. En revanche, il est quand même encore classé en catégorie d'animal menacé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est sa nourriture qui est menacée aujourd'hui principalement.
puisque Ah bon? le volume d'algues marines qu'ils consomment est en baisse dans les rivières floridiennes. Et il est en baisse à cause de la pollution, bien sûr. Donc ça reste un souci. Mais disons que la population des lamantins est quand même assez stable. Et en fait, on peut les voir assez facilement, surtout pendant ces mois d'hiver. Je ne sais pas si vous connaissez le Manatee Lagoon près de West Palm Beach. Bien sûr, oui. Voilà. Donc c'est vrai que comme les eaux sont chaudes à cet endroit-là, et du coup ça attire une population de lamantins et d'autres espèces aussi d'ailleurs, qu'on peut observer vraiment de façon très très proche. Donc c'est très sympa à faire. Ah bon? Cadio. Et c'est un autre article, donc, du Soleil de la Floride Oui. qu'il faut bien lire également. C'est vrai que c'est un sujet intéressant. Vous êtes française d'origine, comme on dit à nous, les Québécois, quand on va en France, oh, ça s'entend. Oui. Alors, je vous dis la même chose que se fait dire souvent en France, nous, les Québécois. Tout ça pour dire que euh, je me demande un petit peu qu'est-ce qui vous a amené en Floride, Flore? Un peu les hasards de la vie, un peu le Covid, un peu le travail. En fait, moi, ça fait plus de 20 ans que je ne vis plus en France. Donc, j'ai vécu pendant 15 ans au Moyen-Orient, à Dubaï. Ah bon? Et il y a 5 ans et demi à peu près, mon mari a eu une opportunité professionnelle aux États-Unis. Donc, nous sommes arrivés à Chicago. Et puis, le Covid nous a poussés euh, Plus au sud. plus au sud. Voilà. Voilà. Donc, Ah on est bon. arrivé en Floride il y a à peu près 3 ans et demi. Alors, vous seriez une invitée à redemander sur notre émission à nouveau, puisque Dubaï m'intéresserait aussi d'en discuter avec vous, parce que c'est une ville fascinante. Vous avez vécu là une quinzaine d'années? Ah oui, oui, je connais très très bien. D'ailleurs, je viens de finir le manuscrit d'un livre au sujet de Dubaï et des Émirats arabes unis, Ah bon? qui sera publié, je pense, d'ici dans un bon moment. Mais j'avais envie de rendre hommage à cette ville et à ce pays qui m'a beaucoup donné. En fait, moi, je suis arrivée à Dubaï en 2004, donc c'était vraiment le tout début de cette effervescence économique dingue. Il y avait énormément de croissance, donc c'était passionnant, euh, ne serait-ce que d'un point de vue professionnel. Alors, il y Oui, avait tellement de choses à ouvrir, puis des progressions de carrière assez rapides. Donc, c'est vrai que il y avait une effervescence dans la ville comme ça, c'était sympa. oui. Et puis après, j'y ai rencontré mon mari, j'y ai eu mes enfants, je me suis mariée. Enfin, voilà, pour moi, c'était une énorme tranche de ma vie là-bas. Et oui, je serais ravie d'en parler plus longuement avec vous à l'occasion. Oui, ce livre que vous avez est déjà paru ou il paraîtra bientôt? Pas encore, pas encore. Ah bon, En fait, c'est avec les éditions Cosmopole qui présentent des petits livres qui sont les dictionnaires insolites de. oui. Et donc, voilà, ce sont des dictionnaires insolites sur plusieurs destinations. Et donc voilà, j'ai remis le manuscrit pour celui de Dubaï et des Émirats arabes unis. Alors, l'idée, c'est pas d'être un guide touristique, mais plus de faire un résumé, si vous voulez, une liste de petites choses un peu amusantes, un peu drôles, un peu décalées Facile d'accès, voilà. oui, très facile d'aspect. Et puis évocateur aussi en termes d'odeur, de couleur, voilà, qui donne envie de voyager. Ah, ben c'est bien. Alors, vous me faites signe quand le livre paraîtra. On en reparlera, puis je vous y inviterai à nouveau, parce que Dubaï, euh, pour nous tous, moi, j'y suis allé une fois, quelques jours, 4, 5 jours, pas votre expérience, mais j'ai été fasciné de voir ce que je voyais là-bas. Et vous, ben, vous avez été témoin de cette effervescence, de cette explosion incroyable de ces immeubles qui ont dû pousser comme des champignons là-bas à l'époque. C'est à la fois complètement fascinant et en même temps ils ont une espèce de maladresse et il y a des choses voilà qui peuvent paraître parfois un peu Farfelu. maladroites ou décalées et en même temps c'est un pays une ville qui est extrêmement attachante et avec la grande force de Dubaï, je dirais, c'est son hospitalité et sa tolérance.
C'est parce que finalement, il y a des gens du monde entier qui arrivent à vivre ensemble en paix dans cette petite zone géographique. Ils ont réussi ça, ce que personne d'autre n'a réussi dans le monde aujourd'hui. Rien que pour ça, on ne peut que leur tirer notre chapeau. C'est vrai, les gens viennent de partout dans ce pays, absolument, ouais. Flore, ça a été un plaisir de vous recevoir. Je suis sûr qu'on va se retrouver à nouveau, tant qu'à nous, en tout cas. On va vous réinviter, fort intéressant, bien articulé, des choses très agréables à entendre et surtout à lire aussi, dans le soleil de la Floride. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission et de nous avoir mieux renseignés ce matin. Merci François, merci de m'avoir accueilli. Au revoir, à bientôt, Flore. Au revoir. Madame Flore Cale, journaliste qui propose souvent des articles fort bien fouillés, travaillés, spécialisés dans le soleil de la Floride. On cherche souvent les gens ici en Floride, les snowbirds, comme on nous appelle. Voilà de la bonne lecture, des choses intéressantes que vous retrouvez dans le soleil, que vous pouvez dans tous les kiosques et journaux, un peu partout, où on propose la littérature sur la Floride, et c'est gratuit en plus. Alors, elle était notre invitée. J'ai eu beaucoup de plaisir à la rencontrer. On va la réinviter très certainement, Madame Flore Cale. Là-dessus, on fait une pause, mesdames, messieurs. Je vous reviens dans un moment. On est de retour et je vous parle maintenant de James Bond. Un personnage que j'ai beaucoup aimé, James Bond, jusqu'à Daniel Craig en partant de Sean Connery. Connery a été peut-être le meilleur des James Bond, ou tout simplement parce que c'est lui qui nous a fait découvrir le personnage Dr. No, son premier film en 1962. Sir Sean Connery. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Vous voyez la photo actuellement. Sean Connery, qui était le premier James Bond. Après ça, Roger Moore, évidemment, le Saint à la télévision, puis Sir Lancelot et d'autres émissions, d'autres séries qu'il avait fait avant. Et puis jusqu'à Daniel Craig d'aujourd'hui, évidemment, Timothy Hutton et d'autres qui ont joué le rôle. Mais le James Bond, Roger Moore, est intéressant. Il en avait joué plusieurs. Et l'un d'eux, L'homme au pistolet d'or. Alors, comme cette semaine, à Voyage Magazine, on a parlé de la Thaïlande, j'ai pensé vous en parler un petit peu ce matin rapidement, parce qu'on a un voyage en Thaïlande qui vous est proposé chez le Voyagiste de Québec d'abord. Et j'y étais, il y a quelques semaines à peine, à Phuket, une station de villégiature remarquable en Thaïlande, où il fait encore plus chaud que la Floride, surtout la Floride d'actuellement. Et on était de passage là-bas et au large de Phuket, il y a une île qui s'appelle Phang Nga. Mais même les Thaïlandais ne l'appellent pas comme ça. On dit l'île de James Bond Island, parce qu'elle est connue, étant donné qu'il y a eu le tournage en 1974 d'un film de James Bond, The Man of the Golden Gun, l'homme au pistolet doré, et c'était l'époque où 007 était interprété par Roger Moore. Et il allait sur cette île tout à fait particulière. Avec Stéphanie, nous nous sommes rendus sur cette île et on pensait aujourd'hui vous faire vivre un petit clip de voyage en Thaïlande. Eh bien là, on débarque sur l'île de James Bond. On y est, nous y sommes. Vous avez vu le film peut-être en 1974. Alors James Bond arrive sur l'île ici où il y a évidemment toujours un méchant qui veut contrôler le monde. Et puis, il s'installe sur cette île perdue. Et James Bond va tout mélanger, évidemment, à la fin, faire en sorte que la victoire sera la sienne contre le méchant. Ça finit toujours bien, les James Bond. Vous voyez les longboats? On appelle ça longboat. Ces grands bateaux, celui-là est plus long que celui que j'avais pour venir avec le groupe parce que nous n'étions que 8 à bord. Mais c'est ce genre de bateau avec un grand gouvernail, grande portée, qui nous amène sur l'île ici, que l'on peut visiter. Mais regardez tout le monde qui vient. C'est pour ça que si vous voulez venir un jour voir cette fameuse île Koh-Tapou, je veux dire île Clou, parce qu'il y a des pics comme des clous, n'est-ce pas?
qui descendent le long du rocher. Et on pense, pour la préservation de l'île, bien qu'elle soit déjà protégée par l'UNESCO, ça n'empêche pas les touristes de venir. Alors, il se peut, on en parle au ministère du Tourisme ici en Thaïlande, de plus en plus, que les bateaux comme ça, les longboats, pourraient venir se promener autour de l'île, nous montrer ça avec tout autour les autres montagnes, les pitons, un peu comme la baie d'Alogne quand vous allez au Vietnam. Mais on ne pourrait plus descendre des longboats et puis se promener librement, à prendre les escaliers, à monter, à descendre, aller dans les caves, sous la grotte, etc., comme on peut faire maintenant. Alors, c'est peut-être un plaisir dans quelques années qui nous sera défendu. Alors, c'est pour ça que, si vous venez au Vietnam, et à Phuket en particulier, il faut vraiment en profiter pour faire la visite, puisqu'ils nous permettent encore de venir à pied, s'y promener, comme nous faisons ce matin. Et c'est compréhensible que pour la protéger, ce site, il y a 10 millions de visiteurs par année à Phuket. Ils ne viennent pas tous ici, évidemment, parce que c'est quand même 1h30 pour se rendre au quai avant de prendre le bateau du centre de Phuket. Et si vous voulez voir tout ça, admirer le tout, il faut quand même un petit peu se dépêcher parce que dans peu de temps, avec tout le nombre de touristes qui viennent, on va nous empêcher de descendre sur l'île. C'est donc un privilège aussi de pouvoir vous montrer ces images tout en vous les expliquant pour les amis de la radio. Alors, on va terminer l'émission en vous parlant de notre croisière 15e anniversaire. C'est important. On en a parlé beaucoup. Et on se demandait ici en Floride comment ça se passait à Québec. Est-ce que vous répondez à notre invitation? Est-ce qu'on sera plusieurs? Est-ce que nous réussirons notre pari d'être au moins 100 cabines, 200 personnes sur ce navire magnifique, le MSC World America du 15 au 22 novembre? Alors, j'ai décidé d'appeler à Québec, de me rendre là-bas avec notre caméra pour voir comment ça se passait à l'agence chez le Voyagiste de Québec avec Manon Poitras qui est avec nous. Salut Manon. Oui, allô? Alors, la grande question, c'est que nos Québécois, nos fidèles amis voyageurs, répondent-ils à notre invitation? Oui, je te dirais, François, depuis la semaine passée, que ça passait à la télévision, à Télémag, le téléphone n'a pas arrêté de sonner du tout. Et oui, on a atteint 100 personnes. Ben c'est bien. Des clients fidèles, des nouveaux clients, des gens qui n'ont jamais fait de croisière également. Ah oui, des gens qui vont venir pour la première fois en croisière? Pour la première fois. Et moi, j'ai parlé à plusieurs, sont venus me rencontrer également. Et je leur ai dit, écoutez, c'est la première croisière comme ça, sur un bateau aussi exceptionnel, aussi grandiose. Alors, ils vont vivre toute une expérience. Ah, ben c'est bien. Alors, c'est une belle façon de terminer l'émission, ça, c'est sûr. C'est une croisière qui va plaire à tout le monde qui va monter à bord, évidemment. D'abord, c'est un vol direct pour se rendre de Québec jusqu'en Floride. Oui, exactement, vol de Québec. Donc, pour les gens, c'est bien important. Il y en a qui aiment mieux avoir les vols directs. Si on avait une connexion, ça aurait été plus difficile. Alors là, avec le vol direct, ça donne un plus. Et lorsqu'on va arriver à Miami, ben, tu sais que ça se passe bien. Hein? Moi, c'est l'endroit où j'aime le plus partir quand je pars en croisière. Ils sont très bien organisés et avec tous nos documents qui sont tous préenregistrés, hein, tout bien organisés comme d'habitude avec le voyagiste. Alors, ça se passe très, très bien. Et là, lorsque les gens vont embarquer sur le bateau, ben écoutez, la fébrilité va se faire sentir. Hein? Ah oui. On monte à la palissade et là, on sent un peu la vibration. Alors, la croisière commence, hein? La croisière s'amuse. On sera plusieurs accompagnateurs, évidemment. Les gens qui vont venir, il faut qu'ils s'attendent à avoir un party. C'est une croisière de fête, une croisière de célébration, puisque c'est le 15e du voyagiste. Alors, c'est tout à fait particulier, là. C'est ça, exactement, parce que c'est plus qu'une croisière, c'est un événement. C'est un événement que tu as créé. On aurait pu faire un 5 à 7,
inviter quelques clients, 200, 300 personnes, mais tu as décidé, François, de ne pas faire comme les autres, comme d'habitude, et on arrive avec une croisière comme ça d'exception pour fêter notre 15e anniversaire. Alors, quoi de mieux pour le voyageur si les gens sont vraiment contents de ça, parce qu'il y a beaucoup de clients réguliers qui sont avec nous là, sur cette croisière. Oui, j'imagine. Ben oui. En avril 2025, hein, avec les Caraïbes de l'Ouest. On a encore là une cinquantaine de personnes et ils ont repris notre croisière du 15e anniversaire. Ah oui, ils sont sur les deux croisières, sur le même navire. Oui, exactement. Et on a des clients qui ont acheté les deux croisières. Ah, ben c'est bien. Alors, ça veut dire que on peut s'attendre à un héros party. Il faut dire aussi que les escales sont fort intéressantes aussi. Les escales sont intéressantes parce que la première escale, ce sera justement Puerto Plata, en République dominicaine. Et le terminal est quand même très, très, très bien lorsqu'on arrive. Et l'excursion également aussi qui sera proposée, faire un tour de ville de Puerto Plata avec ses montagnes, ses habitants, le Mercado, également aussi le Grand Marché et le musée de l'Ambre, également aussi peut-être qui sera proposé. Donc, la suite aussi, l'excursion que moi j'adore particulièrement, c'est d'arrêter à San Juan, Porto Rico. Ah oui, Porto Rico, c'est toujours un coup de cœur pour les gens qui sont avec nous. Coup de cœur, en tout cas moi, ça l'est mon coup de cœur dans les Caraïbes, parce que puisqu'on arrive avec le bateau, on est près de la vieille ville. Et là, on peut se promener, on peut aller au fort dans le secteur El Moro, puis les gens, on se promène allègrement. Et c'est très, très intéressant. La vieille ville de San Francisco, de Porto Rico, San Juan, ça, c'est vraiment, dans les Caraïbes, une des îles qui a la plus belle histoire à raconter. L'histoire, en même temps, c'est la ville de Ricky Martin. Ah oui, c'est vrai. Et autour du bateau également aussi, l'ambiance est à son comble, puisque toutes sortes de l'artisanat, de la musique, souvent, il y a des perroquets. Alors, on est très, très bien accueillis lorsqu'on arrive à San Juan, Porto Rico. C'est super intéressant. Et le bateau part souvent très tard. Oui. Alors, on a la chance de profiter autant le jour qu'un petit peu le soir. Et on va aux Bahamas aussi? Oui, aux Bahamas. Ben là, écoutez, c'est l'île privée. Moi, les gens, quand j'arrête sur les îles privées en croisière, les gens ne veulent plus repartir. Donc, c'est la belle eau claire avec les belles plages. On a également des jets d'eau qui viennent nous arroser un petit peu. C'est le beach party. Le bateau sort comme d'habitude toute leur victuailles, la nourriture, la boisson, elle est comprise comme si on était sur le bateau. Alors là, c'est le plus gros beach party que les gens vont avoir à vivre dans leur vie. Et c'est bien intéressant parce que, comme tu le sais toi aussi, chaque fois que tu as arrêté sur une île privée, encore là, les gens ne veulent plus repartir du tout, du tout. Puis l'escale se fait quand même assez tard. Donc, on est sur le bateau pour 19 heures, puisque le bateau quittera l'île privée à 20 heures. Alors, une journée de pur bonheur. Oui, ça c'est vrai. C'est toujours pour les gens là, qui sont en croisière avec nous lorsqu'on arrête sur cette île privée, le beach party, comme tu le nommes, ça c'est vraiment une journée formidable. Oui, oui. Escale. Et le reste, on profitera du bateau parce que même pour la semaine, il y a tellement à faire et à voir. Le jour, il aura toujours des activités. Des fois, c'est un séminaire en mer pour une nouvelle destination. Une autre occasion, ce sera un jeu télévisé, de l'entertainment à côté de la piscine, de l'aquaforme. Le bateau propose à tous les jours sur le journal de bord une activité toujours intéressante qui va plaire à tous puisqu'il y a beaucoup de choix. Parlons un petit peu du navire. Tu l'as mentionné, c'est un bateau tout neuf. Au moment où on se parle, il n'est pas encore en service sur la mer. Alors, en avril seulement. Donc, on peut dire qu'en novembre, ça sera encore un bateau flambant neuf de 217 000 tonnes, quelque chose comme ça. Alors, c'est un bateau immense. C'est immense. 6 720 passagers, 2100 quelque chose d'équipage. Donc, un bateau... Une ville flottante. Oui. Alors, vraiment... les gens vont en avoir pour tout à plein la vue. Bon, les gens qui, des fois, hésitent à réserver une croisière parce qu'ils
ils peuvent avoir peur un petit peu d'un mal de mer, quoique on n'en a plus maintenant quasiment de mal de mer. Avec ces gros bateaux-là, les stabilisateurs, comme je l'expliquais aux clients, c'est tellement stabilisé. Et on marche souvent la journée aussi, quand on va partir en novembre, la mer est souvent très calme, mais même s'il y avait un petit peu de vague ou un petit peu de vent, ce ne serait pas problématique puisque le bateau a 22 ponts. Ah oui, absolument. Ah, donc, Il est fine pointe de la technologie. C'est un bateau le plus récent de tous les navires. Alors donc, c'est un bateau où il y a même un GPS à bord. Et il y a plein de restaurants spécialisés. Il y a des spectacles magnifiques tous les soirs également. Alors, c'est une des plus belles croisières qu'on a en vente, là. parce que le directeur marketing nous disait la semaine passée, parce qu'on a gagné cette année le prix meilleur vendeur de MSC cette année en 2024, le meilleur partenaire. Et il nous disait cette semaine, il disait tous les soirs, à tous les ponts, il y aura quelque chose. Mhm. Alors, pas que des spectacles au théâtre, il y aura des bars, des pianos-bars, des endroits C'est pour ça. danser, pour la discothèque, etc. Alors, les gens pourront s'amuser vraiment. Quand on dit que c'est une croisière de fête, que c'est un gros party, c'est exactement ça qu'on va vivre, hein. Fait qu'il y a un cinéma même, également des bandes qui vont se faire en haut au pont, au dernier pont, piano-bar, quelque chose de plus feutré, quelque chose de plus entraînant, des gros parties disco. Alors, il y en aura pour tous les goûts. Et en plus, nous, on a ajouté également une salle privée pour notre clientèle qui pourra voir nos artistes québécois, qu'on a commencé à travailler un petit peu là-dessus, toi et moi. On ne parlera pas de noms qu'on a avancés. On a fait quelques invitations à des amis, Clients du voyagiste. des invitations qu'on a fait quelques amis. Alors, peut-être qu'on rajoutera quelques personnalités connues pour agrémenter notre semaine, pour faire plaisir à tout le monde, effectivement. Alors ça, c'est un autre plus qu'on va rajouter à notre croisière. Et puis, parlons un petit peu de gastronomie, parce que sur ce navire, vraiment, les gens vont manger, c'est du 5 étoiles, là. Manger, c'est sûr, des belles tables d'hôtes, parce que les gens vont avoir le confort à l'américaine avec la gastronomie européenne. Mhm, c'est un bateau italien. Le soir, sont fatigués, veulent aller manger un peu plus décontracté. Alors, ça sera possible. Ils vont manger très bien. Il y a toujours toutes sortes de spécialités qui sont proposées, des bars à salade, des desserts. Écoutez, les gens qui ont la dent sucrée là, sur les bateaux, là, c'est merveilleux. Et à la salle à manger, toujours une carte sélectionnée différente à chaque soir. Donc, les gens vont bien se régaler, bien manger, vivre une belle expérience également aussi gastronomique. Et pour ceux, tu l'as mentionné en début d'entrevue, pour ceux qui voudraient vivre une première croisière, essayez ça, la croisière, c'est vraiment la plus disponible et la plus rêvée à faire. Oui, oui, vraiment. Parce que moi, je trouve que pour une première croisière, pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, une semaine, c'est assez. Et en plus, pour les Caraïbes, comme ça, à essayer un bateau. Et en plus, notre prix, qui est vraiment très, très avantageux avec toutes les promotions qui s'ajoutent. On a le forfait de la boisson avec les pourboires de la boisson, les pourboires au personnel du navire également qui sont inclus, et aussi pour envoyer des messages à la maison. Le Wi-Fi pour un appareil également aussi fait partie de cette promotion-là. Alors, ils ont tout pour tout avoir le bonheur du monde pendant cette belle vacance d'une semaine et voir s'ils vont aimer ça. Mais je te dirais, François, je n'ai jamais rencontré, ou presque pas, une personne qui n'aimait pas voyager en croisière. Oui, c'est une belle façon de passer des vacances agréables. Même que tout inclus, parce que comme je disais aux gens, des fois, on est tout inclus, c'est bien beau, mais on est toujours arrêté un peu à la nourriture, à savoir si on va être malade, à savoir si on va avoir quelques petits malaises. Mais sur les bateaux, c'est comme à la maison. On n'a pas à se casser la tête à savoir qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on doit éviter. Alors, il n'y a pas ça sur les bateaux. Oui. Le choix est immense. Il y a des qualités de repas additionnels aussi si on veut se payer un petit repas spécialisé. Comme les restaurants, un steakhouse, un restaurant français, italien, japonais. Donc, les gens qui voudraient se payer un petit extra, ben, ça ne revient pas si cher que ça parce que c'est une petite différence que les gens paieraient.
et ils mangeraient vraiment comme dans un grand steakhouse comme on a à Québec ou à Montréal, des bons restaurants. Mais par contre, la qualité de la viande à la salle à manger, elle est excellente. Donc, Oui. les gens qui ne veulent pas dépenser de surplus ne sont pas obligés, puisqu'ils auront tout à portée de main là, par rapport à notre salle à manger, 2 salles à manger, le buffet. Bon. Je voudrais en terminant parler du vol parce que les gens aiment toujours des vols directs. Donc, que vous soyez de Québec, la région, même le bas du fleuve, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, partout, au départ de Québec, directement pour la Floride, et ceux de Montréal, je sais pas, même de Drummondville, de Boucherville, toute la couronne nord et sud de Montréal. Si vous voulez partir de Montréal, on aura un vol également direct de Montréal. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, tous, on se rejoint à Fort Lauderdale et en plus prendre la navette pour s'en aller vers Miami. Et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, les gens de la Floride, alors si vous êtes arrivés de bonne heure au mois de novembre, ici en Floride, vous pourrez déjà, parce que vous êtes sur place, monter à bord avec nous, nous rejoindre à la gare maritime ici à Miami, et puis nous rendre en croisière tous ensemble. Alors, il y a beaucoup de façons de le faire, et même il y en a une autre façon, Manon, c'est que les gens qui s'en viennent pour Fort Lauderdale Oui. pourront en profiter Ah oui? pour s'en venir avec nous, faire la croisière, et puis après ça, aller s'installer dans leur condo, dans leur maison mobile, et puis Ah oui, passer tout le à fait. reste de l'hiver parce que la date est bonne du 15 au 22 novembre. Oui, ah oui, une très belle date. On sait que le mois de novembre est un mois un petit peu plus triste, un petit peu moins ensoleillé. Donc, après ça, on arrive, les gens sont là dans les préparatifs de Noël. Fait que la date est très idéale pour une croisière comme celle-là. Comme tu disais, les gens de la Floride peuvent nous appeler ici au Voyagistes ou encore l'agence est présentement ouverte chez vous à Fort Lauderdale. Absolument, chez le Voyagiste USA où nous sommes actuellement, Stéphanie et moi. Hey, merci, Manon, de toutes ces informations. Je suis bien content de voir qu'à Québec, ça marche fort. On a déjà 100 personnes dans le party et on en veut 100 autres. Alors, les ventes sont disponibles chez le Voyagiste de Québec ou directement ici, en Mais il Floride. faut se dépêcher, même si on a encore quand même plusieurs cabines à vendre, parce que moi, cette semaine déjà, j'ai plusieurs rendez-vous de cédulés, mes collègues aussi. Alors, il ne faut pas tarder parce qu'on est dans une immense fête ici dans le bureau également parce que c'est le fun de vendre cette croisière-là. Et les gens appellent beaucoup, nous rappellent par la suite pour réserver. Alors, il ne faut vraiment pas tarder si on ne veut pas manquer le bateau. C'est le cas de le dire. Salut, Manon. Merci beaucoup de toutes les informations. Ah, On va dire un joyeux anniversaire aux voyagistes pour les 15 ans, voyagistes de Québec. tu es là depuis le début, toi, 15 ans, tu es là. Oui, Oui, avec nous. Salut, Manon. Merci beaucoup. bye. Bye-bye. Manon Poitras, qui est l'une de nos conseillères d'expérience. Elle est là depuis le tout début du Voyagiste de Québec, 1er juillet 2010, donc il y a 15 ans, cette année, et nous allons fêter ça tous ensemble. Alors, je vous invite encore, si vous avez déjà voyagé avec nous, si vous ne l'avez pas fait, vous en rêvez, moins de 3 000 $ à partir de, ça vaut vraiment la peine, avec l'Internet, avec le forfait boisson classique, et puis également les pourboires du personnel à bord. Alors, il y a beaucoup d'avantages. Les prix et toutes ces choses qui s'ajoutent, vos conditions de voyage, etc. Alors, je veux également vous dire bonjour et bonne journée, parce que l'émission se termine comme ça, avec l'entrevue de Manon, avec mon beau bonjour, en vous rappelant qu'on est là demain matin, que je vous attends avec d'autres invités. Merci à Stéphanie à la réalisation, à vous d'avoir été là, à Manon et les autres invités d'aujourd'hui. Au revoir, bon voyage, on vous attend en croisière au mois de novembre et entre-temps, on a un rendez-vous demain matin 9h. Au revoir, mesdames, messieurs. Cette émission vous a été présentée par le Voyagiste de Québec et Voyagiste USA.